pour les femmes, près de 78 pour les hommes. Une bonne nouvelle, je le disais, si et seulement si cette vie prolongée reste agréable, sans trop de souffrances physiques et économiques. Nora Khalifi. Cannes et chevelure grisonnante, les aînés sont chaque jour de plus en plus nombreux. Et pour cause, hommes et femmes réunis vivent aujourd'hui en moyenne jusqu'à 80 ans et 4 mois. Mais en fin de compte, quel est le secret de cette longévité? Par exemple, je n'ai jamais touché à une cigarette. Pas de tabac, rien du tout. Et pas d'excès d'alcool. Parce que j'ai 7 enfants, 15 petits-enfants et 12 arrières. J'étais habitué d'être un vieux célibataire. Jusqu'à 65 ans, j'ai vécu avec papa et maman. Ce qui est dommage, mais ça a été comme ça. J'ai mené ma bonne petite vie. J'étais donc célibataire et fils unique. Je faisais ce que je voulais. Chacun ses raisons, mais une chose est certaine, on vit bien mieux qu'avant. La preuve encore dans les chiffres. Les femmes restent les plus avantagées avec une espérance de vie de plus de 82 ans, quasi 10 de plus qu'en 1961. Même constat chez les hommes, même s'ils vivent en moyenne 5 ans de moins que ces dames. On vit de plus en plus vieux, mais est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Non. Pas pour tout le monde. Je crois qu'il y a des gens qui sont optimistes de nature. Moi, je n'ai jamais été optimiste de nature. Je souffre énormément de la solitude. Comment vous envisagez l'avenir? Mal. Parce que je suis pas seule, mais enfin, je vis seule et mal. Je ne sais pas ce que sera mon avenir. J'ai peur d'aller dans une maison de repos, voilà. Triste, mais tellement vrai, vieillir fait peur et pose de nombreuses nouvelles questions. Comment aider une personne à bien vivre sa fin de vie et donc à bien mourir? Donc on en arrive à des questions nouvelles. Ce n'est plus comme médecin aider la personne à vivre longtemps, mais c'est à la fin aussi aider la personne à bien mourir et à bien finir sa vie. Et pour bien finir leur vie, certains ont déjà leur petite recette. Nouveau témoignage au procès de Kim de Gelder. Ce matin, la parole était à l'homme qui gère le dossier judiciaire du meurtrier de la crèche de Termonde. Et pour lui, les victimes de Gelder pouvaient être n'importe qui et n'importe où. Quentin Warlop suit toujours ce procès pour nous aux Assises de Gand. Bonjour Quentin. Alors cet après-midi, place à un autre moment très attendu. C'est la diffusion du premier interrogatoire de Gelder. Oui, c'est vrai. Et ce matin, nous avons rencontré un témoin important dans ce dossier. C'est Hilde de Bande. Vous savez, c'est l'une des puéricultrices qui était présente au moment des faits. Elle s'est interposée devant Kim de Gelder. Elle avait été grièvement blessée et depuis le début de tout ce procès, elle est présente ici tous les jours pour tenter, dit-elle, de se reconstruire. Alors, elle nous a accordé quelques petites minutes. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. J'espère qu'après la vision de l'interrogatoire, tout le monde verra enfin le vrai Kim de Gelder. Car pendant l'interrogatoire, il ne savait pas qu'il était filmé. Il ne bougeait pas. Mais une fois que les inspecteurs ont quitté la salle, on le voit faire des étirements. Alors je pense que quand les gens verront cela, ils pourront juger qui il est réellement. Alors parlons de l'attitude de l'accusé aujourd'hui, Quentin. Il est apparu tête basse. Oui, c'est vrai, tête basse et très calme ce matin, comme tous les matins du reste. Par contre, l'après-midi, il est toujours beaucoup plus agité, voire agressif, comme hier soir vers 20h30, où il s'est alors brusquement levé, il a allumé son micro et s'en est pris à son avocat. Arrêtez tout cela maintenant, je ne suis pas malade, vous pouvez le dire. Je l'ai d'ailleurs écrit dans une lettre, a-t-il dit à son avocat. Vous connaissez donc mes motivations. Il semble donc qu'il y ait une fracture désormais claire et nette entre l'accusé Kim de Gelder qui souhaite être emprisonné et son avocat qui souhaite tout simplement qu'il soit interné car, dit-il, il n'est pas conscient de la maladie. Merci beaucoup Quentin. Quentin Warlop en direct aux Assises de Gand. Et puis souvenez-vous, mercredi dans ce journal, les 3 bâtonniers du Hainaut disaient non à la réforme des arrondissements judiciaires. Ils réclamaient 2 arrondissements et non un seul pour tout le Hainaut. Peine perdue, les ministres ont tranché. Il n'y aura qu'un seul arrondissement judiciaire pour le Hainaut, un seul donc, mais 2 procureurs. Le travail a repris sur le site de Caterpillar à Gosselies, mais l'inquiétude domine. Quel avenir pour le personnel? La perte de 1400 emplois annoncée hier est-elle inévitable? Un comité stratégique qui rassemble les grandes forces Carolo s'est réuni ce matin à Charleroi. Julie Foal.
Ils se sont retrouvés dès l'aube, des leaders syndicaux, des décideurs économiques et les principaux élus Carolo. Ensemble, ils forment le comité de développement stratégique pour Charleroi. Cette task force a été désignée par la région wallonne et le gouvernement fédéral pour discuter de l'avenir du site belge de Caterpillar. Tous sont unanimes, ils ont besoin de plus d'explications de la direction à propos du récent plan industriel. Ce n'est pas la manière avec laquelle la direction a communiqué hier qui nous permet de mieux comprendre. On va dans un premier temps d'abord demander à la direction de venir expliquer parce qu'on n'accepte pas, on n'entérine pas. Par rapport à la suite, on n'y voit absolument pas clair aujourd'hui. Charleroi va aller voir les Américains. Rencontrer la direction belge, voire se rendre aux États-Unis pour demander à la maison mère américaine de rendre des comptes. Tous sont au moins d'accord sur ce point. Aujourd'hui, nous estimons ne pas avoir tous les éléments en main que pour pouvoir juger. De pouvoir juger du plan qui est présenté aujourd'hui, d'une part, et sur sa crédibilité et sa pérennité demain. Le site de Gosselies a-t-il un avenir? Ce plan de restructuration sera-t-il suffisant pour sauver Caterpillar Belgique? Ils veulent demander une vision claire de la situation du groupe. Par rapport aux éléments que nous avons, c'est impossible de tenir la route. Je pense que si on n'a pas d'autres informations et on n'a pas d'autres stratégies, dans quelques années, on va parler d'autre chose qu'une restructuration. Forces politiques et socio-économiques de la région de Charleroi devront se revoir et élaborer précisément leur plan d'action. Et à Gosselies, nous rejoignons Alain Dronemière. Alain, vous êtes aux grilles de l'entreprise. À l'intérieur, on travaille. Mais dans quel climat ? C'est pour l'instant, en effet, on travaille. L'usine n'est pas à l'arrêt, elle tourne tout à fait normalement. Ce matin, les travailleurs Carolo ont eu le plaisir de voir débarquer de Liège des travailleurs d'ArcelorMittal venus en solidarité pour soutenir leur malheur. Mais le sentiment global qui règne ici aux grilles et dans l'entreprise, c'est l'incompréhension et la colère. La colère parce que ces travailleurs ont marqué une certaine flexibilité. Ils ont accepté la formation, le chômage économique. Ils ont été compétitifs et pourtant ils se disent punis par ces licenciements. La colère également lorsqu'ils observent que ce groupe qui les emploie réalise 5 milliards de bénéfices annuels et qui pourtant il les licencie. Du doute aussi sur ce plan industriel 2015 auquel tous ne croient pas, ils ne croient pas à la viabilité de ce plan. De la colère également lorsqu'ils observent que leur employeur s'est développé en Chine, en Asie, en Amérique du Sud et qu'il y a une concurrence interne dont ils sont aujourd'hui finalement les victimes. Un des travailleurs me confie à ce propos avoir vu ici débarquer à Charleroi des travailleurs chinois, brésiliens, appareils photo en main, carnet de notes. Il m'a dit, vous savez, ils nous ont piqué notre savoir. C'était son sentiment. Alors malgré cette incompréhension et cette colère, il faut le préciser Nathalie, pour l'instant l'usine tourne tout à fait normalement et aucune action syndicale n'est prévue à ce stade. Oui, et puis on l'a vu dans les images, la présence des travailleurs liégeois d'ArcelorMittal, une présence plus que symbolique. Oui, effectivement, qui a fait chaud au cœur, en tout cas au Carolo. Ces travailleurs venus de Liège, dont certains, rappelons-le, ont été marqués dans leur chair. Je vous propose d'écouter David John, entre autres, ce syndicaliste qui, à l'occasion d'une manifestation à Strasbourg au Parlement européen, avait perdu un œil. Je vous propose d'écouter ces syndicalistes liégeois venus ici en solidarité à Charleroi. C'est la solidarité. C'est la solidarité entre les travailleurs, parce que nous sommes tous dans le même bateau et nous trouvons ça inacceptable. Ça va trop loin, mais ça c'est le capitalisme. Il n'y a pas de secret. C'est ce que j'avais déjà dit. Si on laisse faire Mittal, c'est la porte ouverte à d'autres. Et ici, on vient de constater que c'est la porte ouverte, et qu'elle est bien ouverte même. Ford Genk, ArcelorMittal Liège, Caterpillar, c'est des milliers d'emplois qui risquent de passer à la trappe. Aujourd'hui, le monde politique doit arrêter d'être dans l'immobilisme total. Il doit être proactif et trouver des solutions. On ne peut plus rester dans une société où c'est la finance qui est en train de détruire toute l'humanité, des milliers de familles qui sont dans un désarroi le plus total. Voilà donc pour ces propos recueillis par Alain Dronemière. Merci Alain. Quant à la direction de Caterpillar, elle l'a répété ce matin. Le plan industriel est tout sauf un plan de fermeture. Les investissements, dit-elle, se poursuivront. Il n'empêche, ce sera avec 1400 travailleurs en moins, autant de vies et de projets qui basculent. Sarah Hendricks. Renato Lombardo a 32 ans. Caterpillar, il ne connaît que ça. Il y est entré à 23 ans, alors la nouvelle qui est tombée hier est un choc. C'est une catastrophe parce que tomber au chômage avec ce qui se passe pour le moment, la conjoncture actuelle et tous les travailleurs qui seront mis sur le marché de l'emploi justement dû à leur perte de travail, que ce soit dans d'autres sociétés,
Donc c'est délicat. C'est délicat, ça fait peur. Des situations difficiles, il en a déjà connu dans sa carrière. Mis au chômage économique en 2008, le travail avait repris normalement pour lui en 2010. Mais depuis quelques mois, ça recommence avec un rythme de travail très irrégulier. Ça peut varier des semaines, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où on va travailler une semaine entière, il y a des semaines où on va nous dire le vendredi tu ne viens pas travailler, et il y a des semaines où on a déjà travaillé un jour semaine, c'est quand même assez... Ça c'est pas facile, je suppose, au jour le jour de vivre une situation comme ça. Non, du tout, c'est pas facile, c'est pas facile psychologiquement, c'est pas facile financièrement, bon voilà quoi. Renato Lombardo est célibataire, pas d'enfant à charge, mais un seul salaire pour vivre, payer sa voiture, sa maison. Alors perdre son emploi remettrait tout en question. On est habitué à un certain salaire, à une certaine vie. Du jour au lendemain, il faut retomber à un chômage qui est actuellement dégressif. Donc c'est catastrophique, c'est catastrophique. Si on a un salaire approximatif de 1500, 1600 euros, 1700, 1800, voire les anciennetés, tout ça, retomber dans un premier temps peut-être à 1000 euros, bon, c'est un peu flippant. Renato et ses collègues n'entendent pas baisser